Imaginez, vous êtes la maîtresse du roi le plus puissant d'Europe. Vous portez des robes qui coûtent plus cher qu'un château. Vous décidez qui obtient un poste, qui reçoit une fortune, qui monte ou qui tombe. Vous êtes intouchable. Et du jour au lendemain, vous devenez un fantôme. Madame de Montespan, 13 ans au sommet, 7 enfants royaux, un pouvoir qui faisait trembler la cour de Versailles, puis des lettres, des accusations de messe noire, de poison, de sorcellerie, son nom cité dans des procès terrifiants, et Louis XIV qui découvre l'impensable, la femme qu'il a le plus aimée a peut-être tenté de l'envoûter, voire de le tuer. Mais voilà ce que personne ne comprend. Il ne l'a pas fait arrêter, il ne l'a pas jugé, il ne l'a pas chassé. Ce qu'il a fait est infiniment plus cruel. Madame de Montespan a survécu à l'affaire des poisons, mais la punition que le roi Soleil lui a infligée était pire que n'importe quel procès, pire que n'importe quelle prison. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les secrets cachés de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant. Parce qu'ici, on ne vous raconte pas les versions scolaires, mais ce qui s'est vraiment passé dans l'ombre du pouvoir. L'histoire commence maintenant. Nous sommes au cœur de l'hiver 1680. Dans les appartements dorés de Versailles, un silence inhabituel règne. Les courtisans chuchotent derrière leurs éventails. Les portes se ferment avec une discrétion calculée. Dans la galerie des glaces encore inachevée, les reflets des chandelles tremblent sur les murs de marbre. Madame de Montespan attend. Elle a 39 ans. Depuis plus de 10 ans, elle est la favorite officielle du roi de France. Pas une maîtresse cachée, pas une passade. La favorite, celle dont le nom est connu dans toute l'Europe. Celle qui a donné 7 enfants au roi Soleil. Celle qui décide qui obtient une charge, qui reçoit une pension, qui monte à la cour ou qui en est chassée. La femme la plus puissante du royaume, après le roi lui-même. Ce matin-là, elle porte une robe de velours bleu nuit, brodée de fils d'or. Ses cheveux sont relevés selon la mode qu'elle a elle-même lancée. Ses bijoux scintillent à la lumière des bougies, mais ses mains tremblent légèrement. Parce qu'elle sait que son nom a été prononcé dans des endroits où il n'aurait jamais dû l'être. Elle sait que des lettres circulent. Elle sait que le roi, son amant, son maître, l'homme qui l'a élevée au-dessus de toutes les femmes de France, vient de découvrir quelque chose d'inimaginable. Pour comprendre ce qui se joue en ce mois de janvier 1680, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre qui était vraiment Madame de Montespan, parce que son histoire n'est pas celle d'une simple favorite, c'est celle d'une ascension fulgurante, d'un pouvoir absolu, et d'une chute qui va durer 27 ans. Françoise Athénaïs, de Rochechouart, de Mortemart. Ce nom à lui seul dit tout. Elle est issue de l'une des plus anciennes familles de France, une lignée qui remonte aux croisades, du sang bleu, du prestige, de l'orgueil. En 1663, elle épouse le marquis de Montespan, un mariage arrangé, comme tous les mariages de l'aristocratie. Elle a 22 ans. Elle est belle, magnifiquement belle, mais ce n'est pas seulement sa beauté qui la distingue, c'est son esprit. Le duc de Saint-Simon, qui n'aimait pourtant guère les favorites du roi, a écrit à son sujet. Elle avait de l'esprit comme un ange et le démon en même temps, une beauté éblouissante et une conversation si prenante qu'on ne pouvait s'en arracher. À Versailles, où l'ennui règne malgré les fêtes permanentes, où les courtisans répètent les mêmes phrases creuses jour après jour, Madame de Montespan brille. Elle fait rire le roi, elle le surprend, elle le captive. En 1667, elle devient sa maîtresse. Louise de La Vallière, l'ancienne favorite, douce et discrète, est écartée sans ménagement. Montespan prend sa place et elle ne compte pas la céder. Les années qui suivent sont des années de triomphe absolu. Louis XIV est au sommet de sa gloire. La France domine l'Europe. Versailles devient le centre du monde. Et à Versailles, c'est Madame de Montespan qui règne. Elle a ses propres appartements, somptueux, immenses.
Elle reçoit une pension colossale. Ses robes coûtent des fortunes. Ses bijoux éblouissent. Mais surtout, elle a l'oreille du roi. 7 enfants naissent de cette liaison. Tous sont légitimés par le roi. Un scandale en soi. Mais Louis XIV s'en moque. Il aime Montespan. Ou du moins, il semble l'aimer. Il la couvre d'or, de titres, de pouvoir. Il la fait peindre par les plus grands artistes. Il organise des fêtes en son honneur. À la cour, personne n'ose la contrarier. Même la reine, Marie-Thérèse, effacée et résignée, doit la supporter. Mais le pouvoir absolu rend paranoïaque. Et Montespan voit bien que les années passent. Elle a déjà 35 ans, puis 37, puis 39. Elle a donné 7 enfants au roi. Son corps a changé, et surtout, elle voit les regards de Louis XIV se tourner vers d'autres femmes, des jeunes femmes, des femmes fraîches qui n'ont pas encore porté d'enfants, qui n'ont pas encore de rides au coin des yeux. En 1679, une nouvelle favorite émerge, Mademoiselle de Fontanges, 19 ans, belle comme le jour, stupide, disent les mauvaises langues, mais qu'importe, le roi la remarque, et Madame de Montespan sent le sol se dérober sous ses pieds. C'est à ce moment précis que l'horreur commence. En 1679, une enquête policière menée par Nicolas de la Reynie, lieutenant général de police de Paris, met au jour un réseau terrifiant. Des diseuses de bonne aventure, des empoisonneuses, des alchimistes qui vendent des messes noires, des filtres d'amour, des poudres mystérieuses à la noblesse parisienne. On les arrête par dizaines, on les torture, et ils parlent. Les aveux sont effroyables. Des nobles ont commandé des poisons pour tuer leurs époux, leurs rivaux, leurs créanciers. Des femmes ont participé à des messes noires où l'on égorgeait des nouveau-nés sur des autels profanés. Des filtres d'amour ont été glissés dans la nourriture de victimes inconscientes. Paris découvre avec horreur qu'un monde souterrain de sorcellerie et de crimes a prospéré pendant des années dans l'ombre de la splendeur royale. Et soudain, au milieu de centaines d'arrestations, un nom surgit, un nom qui glace le sang de Louis XIV, un nom qui ne devrait jamais apparaître dans ces dossiers sordides. Madame de Montespan, la voisine, la plus célèbre des empoisonneuses de Paris, affirme sous la torture que Madame de Montespan a été sa cliente. Elle raconte des détails précis, des messes noires célébrées en 1667, au moment même où Montespan cherchait à conquérir le cœur du roi. Des filtres d'amour mélangés à la nourriture royale pendant des années, des poudres mystérieuses versées dans le vin du roi, et pire encore, une tentative d'empoisonnement contre Mademoiselle de Fontanges, la jeune rivale, et même, selon certains témoignages, un projet d'assassinat du roi lui-même, lorsque Montespan a compris qu'elle était en train de tout perdre. Louis XIV reçoit ces rapports dans son cabinet privé. Il les lit seul, et pour la première fois de sa vie, le roi Soleil, le monarque absolu qui ne doute jamais, qui ne tremble jamais, se retrouve face à l'abîme, la femme qu'il a aimée pendant 13 ans, la mère de 7 de ses enfants, la favorite qu'il a élevée au-dessus de toutes les autres. Cette femme a peut-être cherché à le tuer. Janvier 1680. Louis XIV convoque Nicolas de la Reynie dans ses appartements privés. Personne d'autre n'est présent. Pas de secrétaire, pas de conseiller, juste le roi et son lieutenant de police. La Reynie apporte avec lui les dossiers, les témoignages, les aveux obtenus sous la torture, et il les pose sur le bureau royal. Le roi lit, en silence, pendant des heures. Ce qu'il découvre le détruit de l'intérieur, parce que ce ne sont pas seulement des accusations, ce sont des détails, des dates précises, des lieux, des noms de complices. La voisine a tout raconté. Comment Madame de Montespan est venue la voir, pour la première fois en 1667, désespérée de conquérir le cœur du roi, qui s'intéressait alors à Louise de la Vallière. Comment elle a payé pour des messes noires, célébrées dans des caves obscures, où des prêtres défroqués, psalmodiés
des incantations sur le corps nu de femmes étendues comme des autels vivants. Comment elle a commandé des filtres d'amour, des poudres à mélanger au vin, des substances mystérieuses censées rendre le roi fou d'amour pour elle. Et ça a marché. Louis XIV est tombé amoureux. Passionnément, il a écarté la Vallière. Il a fait de Montespan sa favorite officielle. Il lui a donné 7 enfants. Il l'a couverte d'or et de pouvoir. Pendant 13 ans, il a été sous son emprise. Mais était-ce de l'amour véritable ou le résultat de sorcellerie? Cette question va le hanter pour le reste de sa vie. Et ce n'est pas tout. Les témoignages révèlent qu'en 1679, lorsque Mademoiselle de Fontanges est apparue, Montespan est retourné voir la voisin. Cette fois, ce n'était plus pour des filtres d'amour, c'était pour du poison, pour éliminer sa rivale. Et selon certains aveux, lorsque Montespan a compris qu'elle perdait définitivement le roi, elle a même envisagé de le faire empoisonner lui-même. Louis XIV referme les dossiers et il se retrouve face à un choix impossible. D'un côté, la justice, faire arrêter Madame de Montespan, la traduire devant la chambre ardente, le tribunal d'exception qui juge les affaires de poison, l'interroger, peut-être la torturer pour obtenir des aveux, et si elle est reconnue coupable, l'exécuter, publiquement, comme on a exécuté la voisin et ses complices, brûlés vives sur la place de Grève, devant des milliers de Parisiens. C'est ce que la loi exige, c'est ce que la morale commande, mais c'est impossible, parce qu'arrêter Madame de Montespan, c'est provoquer le plus grand scandale de l'histoire de France, c'est admettre publiquement que le roi Soleil, monarque de droit divin, censé être guidé par Dieu lui-même, a été manipulé pendant 13 ans par une sorcière. C'est humilier les 7 enfants légitimés, des princes et des princesses du sang royal. C'est donner des armes à tous les ennemis de la France en Europe. C'est détruire l'image de puissance absolue que Louis XIV a construite pendant des décennies. Et il y a autre chose, quelque chose de plus intime, de plus douloureux. Louis XIV a aimé cette femme, il l'a vraiment aimée. Pendant 13 ans, elle a partagé son lit, ses secrets, ses doutes. Elle a été présente à tous les moments importants de son règne. Comment peut-il maintenant accepter que tout cela n'était qu'illusion, que ses sentiments n'étaient que le résultat de filtres et de sortilèges? Le roi convoque à nouveau l'araignée et il lui donne un ordre qui va changer le cours de l'enquête. Arrêtez tout, n'allez pas plus loin. Le nom de Madame de Montespan ne doit jamais apparaître officiellement dans les dossiers. Les témoignages qui la concernent doivent être mis sous scellé. Personne ne doit savoir. L'araignée proteste faiblement. C'est son devoir de magistrat d'aller jusqu'au bout. Mais il comprend. Il a servi le roi assez longtemps pour savoir qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas révéler sans détruire l'État lui-même. L'affaire est étouffée. La voisin est brûlée vive le 22 février 1680 avec 35 autres accusés. Avant de mourir, elle hurle des noms sur le bûcher. Mais personne n'écoute. Les tambours couvrent ses cris. Les archives les plus compromettantes sont saisies et enfermées dans un coffre personnel du roi. Elles ne seront ouvertes qu'au XIXe siècle, longtemps après la mort de tous les protagonistes. Officiellement, Madame de Montespan n'a jamais été impliquée dans l'affaire des poisons. Officiellement, l'enquête s'est arrêtée aux empoisonneuses du peuple et à quelques nobles de second rang. Officiellement, la favorite du roi est innocente. Mais Louis XIV sait, et Madame de Montespan sait qu'il sait. Et c'est là que commence la vraie punition. Parce que le roi a fait un choix. Il ne va pas la juger publiquement. Il ne va pas l'arrêter. Il ne va même pas l'exiler. Non, ce qu'il va faire est infiniment plus cruel. Il va la garder à Versailles, sous ses yeux, chaque jour, pour le reste de sa vie. Mais elle sera morte de son vivant. Juillet 1680, 6 mois après la découverte des accusations. Le roi ne va plus chez Madame de Montespan le soir. Aucune explication officielle, aucune annonce publique, aucun scandale. Simplement, le silence. Madame de Sévigné
la grande épistolière de l'époque, écrit à sa fille « Le roi ne va plus chez elle le soir. On dit qu'elle pleure beaucoup, mais on ne sait rien de certain, sinon que tout est changé. Tout est changé. » Ces 3 mots résument la catastrophe. Parce qu'à Versailles, le pouvoir ne se mesure pas au titre ou aux richesses. Il se mesure au temps que le roi vous accorde, à sa présence, à son regard. Et Louis XIV vient de retirer tout cela à Madame de Montespan. Mais voici ce qui rend cette punition si sophistiquée, si terriblement cruelle. Il ne lui retire rien d'autre. Madame de Montespan conserve son appartement somptueux à Versailles. Elle garde son titre de surintendante de la maison de la reine. Elle continue de recevoir sa pension royale. Ses enfants restent légitimés, princes et princesses du sang. Elle continue d'apparaître aux cérémonies officielles, aux messes, aux soupers d'apparat. De l'extérieur, rien n'a changé. Mais tout a changé. Elle n'a plus aucun accès privé au roi. Plus de conversations intimes, plus de conseils écoutés, plus d'influence sur les nominations, sur les faveurs, sur les décisions politiques. Tous ceux qui dépendaient de sa protection voient leur carrière s'effondrer. Ses protégés perdent leurs postes les uns après les autres. Ses demandes au roi restent sans réponse. Ses lettres sont lues, mais jamais suivies d'effet. Et surtout, elle doit assister, impuissante, à son propre remplacement. Madame de Maintenon, ce nom va devenir son cauchemar quotidien. Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, que Montespan elle-même avait choisie comme gouvernante de ses enfants illégitimes, une femme discrète, pieuse, intelligente, une femme qui n'était rien, que Montespan payait pour s'occuper de ses bâtards. Et cette femme a conquis le roi, pas par la beauté, Maintenon à 45 ans, en 1680, pas par l'esprit mondain. Elle déteste les fêtes et les frivolités de la cour. Non, elle a conquis Louis XIV par autre chose, par la paix, par la stabilité, par une forme de réconfort moral que Montespan, avec son tempérament volcanique et ses excès, ne pouvait plus offrir. Et Madame de Montespan doit regarder cela. Chaque jour, elle croise Maintenon dans les couloirs de Versailles. Elle la voit monter dans le carrosse royal. Elle la voit chuchoter à l'oreille du roi. Elle voit ses propres enfants, ceux qu'elle a portés, appelés « maman », celle qui l'a supplantée. En 1683, 3 ans après la rupture, Louis XIV épouse secrètement Madame de Maintenon, un mariage morganatique, sans annonce publique, mais un mariage tout de même. Montespan l'apprend comme tout le monde à Versailles, par les murmures, par les regards, par le silence embarrassé qui se fait quand elle entre dans une pièce. Le duc de Saint-Simon, qui observe tout avec son regard acéré, écrit « Elle est magnifiquement parée, mais personne ne lui parle. Elle traverse les salons comme un fantôme doré. Les courtisans la fuient comme si elle était déjà morte. » Et c'est exactement ce qu'elle est, une morte vivante, une femme qui respire encore mais qui n'existe plus. Elle a 50 ans à vivre, mais sa vie est déjà terminée. Imaginez ce que c'est. Imaginez-vous à sa place. Vous vous réveillez chaque matin dans ce palais où vous avez régné. Vous vous habillez avec les plus belles robes d'Europe. Vous descendez dans les salons où jadis on se bousculait pour vous parler. Et maintenant, les conversations s'arrêtent quand vous approchez. Les courtisans détournent le regard. Votre ancienne gouvernante, celle que vous payez, vous salue avec une politesse glaciale avant de rejoindre le roi dans ses appartements privés. Et vous devez sourire. Vous devez jouer votre rôle. Vous devez faire semblant que tout va bien. Parce que si vous vous effondrez, si vous criez, si vous partez, vous admettez publiquement votre déchéance. Et Louis XIV ne vous le pardonnera jamais. Madame de Montespan essaie de partir. En 1681, elle demande au roi l'autorisation de se retirer dans un couvent. Louis XIV refuse, catégoriquement. Elle doit rester à Versailles, sous son regard. C'est un ordre. Elle est prisonnière de sa propre gloire passée. Les années passent. 1682, 1683, 1684.
Montespan vieillit à Versailles. Ses cheveux blanchissent, son visage se creuse. Elle passe des heures seule dans ses appartements, à regarder par la fenêtre les jardins où elle se promenait jadis au bras du roi. Et quelque chose commence à se transformer en elle, quelque chose de profond, parce que dans cette solitude forcée, dans cette humiliation quotidienne, Madame de Montespan commence à réfléchir au choix qu'elle a fait, aux moyens qu'elle a employés, à ce qu'elle est devenue. 1685. Cela fait 5 ans que Louis XIV a cessé toute relation avec Madame de Montespan. 5 ans qu'elle survit à Versailles comme une ombre de ce qu'elle était. Et quelque chose en elle commence à se briser, ou peut-être à se reconstruire. Elle convoque l'évêque Jacques-Bénigne Bossuet, l'un des plus grands prédicateurs de France, un homme de Dieu redouté pour sa sévérité morale. Bossuet a prêché devant le roi des dizaines de fois. Il a fustigé les péchés de la cour, la vanité, la luxure, l'orgueil. Et maintenant, c'est Madame de Montespan elle-même qui demande à le voir. Leur première rencontre a lieu dans les appartements de Montespan, loin des regards. Personne ne sait exactement ce qui s'est dit ce jour-là, mais Bossuet en ressort bouleversé. Il écrira plus tard, dans une lettre privée. Elle pleure ses péchés avec une sincérité qui m'émeut, mais elle reste prisonnière d'une cour où elle ne peut plus vivre. Madame de Montespan se confesse. Pour la première fois depuis des années, elle dit tout. Les messes noires, les philtres, les poudres versées dans le vin du roi, la jalousie qui l'a dévorée, l'ambition qui l'a aveuglée. Et maintenant, le remords qui ne la quitte plus. Bossuet devient son directeur de conscience. Il lui impose une discipline spirituelle rigoureuse, prière quotidienne, lecture pieuse, jeûne, aumônes aux pauvres. Madame de Montespan, qui dépensait des fortunes en robes et en bijoux, commence à distribuer son argent aux nécessiteux. Elle fait construire des hospices, elle finance des écoles pour les enfants pauvres. Elle visite les malades, les lépreux, ceux que la cour méprise. Les courtisans ne comprennent pas. Certains se moquent. La voilà qui joue les saintes maintenant, ricane-t-on dans les salons. Mais d'autres, plus perspicaces, voient quelque chose d'authentique dans cette transformation. Madame de Sévigné écrit en 1686. On dit qu'elle passe des heures en prière, qu'elle porte un cilice sous ses robes somptueuses, qu'elle pleure souvent. Je ne sais si c'est sincère ou si c'est une nouvelle comédie, mais si c'est une comédie, elle est extraordinairement bien jouée. Pourtant, malgré cette transformation spirituelle, Madame de Montespan reste enfermée à Versailles. Le roi refuse toujours de la laisser partir. Pourquoi ? Par cruauté, par vengeance, ou parce qu'il a besoin de la garder sous surveillance, de s'assurer qu'elle ne parlera jamais publiquement de ce qui s'est passé. Les années continuent de s'écouler. 1687, 1688, 1689. Montespan a maintenant 48 ans. Ses enfants sont adultes. Le duc du Maine, son fils aîné, est un homme important à la cour. Ses filles sont mariées à des princes, mais eux aussi prennent leur distance, comme si la disgrâce de leur mère était contagieuse. Et puis, en 1690, quelque chose change. Madame de Montespan demande une audience privée au roi. C'est la première fois en 10 ans qu'elle demande à le voir seule. Louis XIV accepte. Personne ne sait ce qui s'est dit lors de cette rencontre. Aucun témoin, aucune lettre, aucun mémoire. Mais on peut imaginer. Madame de Montespan, vieillie, fatiguée, épuisée par 10 années d'humiliation quotidienne, qui demande enfin au roi ce qu'il lui a refusé pendant si longtemps, la permission de partir. Et cette fois, Louis XIV dit oui. Pourquoi maintenant ? Peut-être parce qu'après 10 ans, il estime que la punition a assez duré. Peut-être parce que Madame de Maintenon, désormais solidement installée comme épouse secrète, n'est plus menacée par l'ancienne favorite. Ou peut-être, et c'est ce que certains historiens pensent, parce que le roi a vu la transformation sincère de Montespan et qu'il lui accorde enfin une forme de pardon. En 1691, après 11 années de purgatoire à Versailles, Madame de Montespan quitte enfin le palais. Elle a 50 ans.
Elle a passé presque la moitié de sa vie à Versailles. 13 ans de gloire absolue, 11 ans d'agonie lente. Et maintenant elle part. Elle ne reviendra jamais. Le jour de son départ, elle traverse une dernière fois la galerie des glaces. Les courtisans la regardent Colin le passé. Certains avec soulagement, d'autres avec pitié. Quelques-uns avec un respect nouveau pour cette femme qui a survécu à ce que personne n'aurait dû survivre. Son carrosse franchit les grilles de Versailles. Et pour la première fois en 11 ans, Madame de Montespan respire librement. Elle est ruinée moralement, brisée psychologiquement. Mais elle est libre. Elle s'installe d'abord près de l'abbaye de Fontevraud, puis à Paris, rue Saint-Honoré. Une vie retirée, presque monastique, loin de la cour, loin des intrigues, loin du pouvoir qui l'a autrefois enivrée puis détruite. Mais son histoire n'est pas encore terminée, parce qu'il lui reste 16 années à vivre. 16 années pour expier, pour réfléchir, pour comprendre ce qu'elle a été et ce qu'elle est devenue. Les 16 dernières années de Madame de Montespan sont méconnues. L'histoire s'intéresse aux puissants, aux triomphants, à ceux qui font bouger le monde, pas aux vaincus qui se retirent dans l'ombre. Mais ces années silencieuses révèlent peut-être plus sur elle que toutes ces années de gloire. Elle vit d'abord près de l'abbaye de Fontevraud, dans une maison modeste comparée au palais qu'elle allait connu. Chaque jour, elle assiste à la messe. Plusieurs fois par jour, parfois, elle prie, des heures entières à genoux, les mains jointes, le regard perdu. Pourquoi prie-t-elle? Pour le pardon de Dieu, pour oublier ce qu'elle a fait, pour effacer les images qui la hantent encore. Elle distribue l'essentiel de sa fortune aux pauvres. Celle qui dépensait autrefois des milliers de livres pour une seule robe vit maintenant dans une simplicité presque franciscaine. Elle visite les malades dans les hôpitaux. Elle nourrit les mendiants. Elle paie des dots pour que des jeunes filles pauvres puissent se marier, comme si chaque geste de charité pouvait racheter un peu de son passé. Ses enfants viennent à la voir rarement. Le duc du Maine, son fils préféré, celui qu'elle a le plus aimé, passe parfois, mais les visites sont brèves, embarrassées. Il a sa vie à la cour, sa carrière, ses ambitions, et la présence de sa mère, cette femme déchue qui lui rappelle un passé scandaleux, le met mal à l'aise. En 1695, elle s'installe définitivement à Paris, rue Saint-Honoré, une grande maison mais austère. Pas de fête, pas de réception, quelques visiteurs triés sur le volet, des prêtres, des religieuses, des amis d'autrefois qui n'ont pas oublié. Madame de Sévigné vient la voir une dernière fois avant de mourir. Elle écrira « Je l'ai trouvée changée, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ce n'est plus la femme flamboyante que j'ai connue. C'est une pénitente qui attend la mort avec une sorte de sérénité douloureuse. Les années passent. 1696, 1700. Le nouveau siècle commence. Louis XIV règne toujours. Vieilli lui aussi, entouré de Madame de Maintenon et d'une cour de plus en plus pieuse, de plus en plus rigide. Le temps des favorites scandaleuses est terminé. Le temps des fêtes perpétuelles aussi. Versailles est devenu un palais grave, presque triste. Madame de Montespan tombe malade en 1707. Elle a 66 ans. Elle est à Bourbon-l'Archambault, où elle prend les eaux pour soigner ses rhumatismes. Le 27 mai 1707, elle meurt paisiblement, entourée de religieuses. Ses derniers mots, selon les témoins, sont une prière, une demande de pardon. La nouvelle arrive à Versailles. Louis XIV est informé. Il a maintenant 69 ans. Cela fait 27 ans qu'il a rompu avec elle. Plus de la moitié de sa vie. On attend sa réaction. Un mot, un geste, un signe de regret, peut-être. Le roi reste silencieux un long moment, puis il dit simplement « Elle était belle ». 3 mots, pas un mot de plus, pas un regret exprimé, pas une prière ordonnée, juste ce constat froid, distant, presque cruel. Elle était belle, au passé, comme si toute une vie, 13 ans d'amour, 7 enfants, des années de pouvoir partagé, pouvaient se résumer à cela, à une beauté disparue. Madame de Montespan est enterrée discrètement, pas de funérailles royales,
Pas de cérémonie à Versailles, un enterrement simple comme elle l'avait demandé. Ses enfants sont présents, mais le roi n'en voit personne, comme si elle n'avait jamais existé. Alors, que nous révèle cette histoire? Elle nous montre d'abord la nature véritable du pouvoir absolu. Louis XIV, monarque de droit divin, maître de la France, n'a pas pu faire justice publiquement. Son pouvoir, soi-disant absolu, s'arrêtait là où commençait sa propre image. Il a dû choisir entre la vérité et l'apparence. Et il a choisi l'apparence, comme tous les dirigeants l'ont toujours fait, quand la vérité menace leur légitimité. Cette histoire nous révèle aussi la cruauté sophistiquée du pouvoir. Louis XIV n'a pas tué Madame de Montespan. Il ne l'a même pas emprisonnée. Il a fait quelque chose de plus terrible. Il l'a effacée vivante. Il l'a transformée en fantôme, obligée de hanter les lieux de son ancienne gloire, spectatrice impuissante de sa propre disparition. C'était une punition d'une intelligence terrible, d'une cruauté raffinée que seul un monarque absolu pouvait concevoir. Et cette histoire nous montre la fragilité absolue des femmes de pouvoir à cette époque. Madame de Montespan, malgré sa puissance apparente, n'avait aucun pouvoir réel. Tout dépendait du désir du roi. Quand ce désir s'est éteint, elle n'avait aucune protection, aucun statut légal, aucun recours. Elle était à la merci totale de l'homme qui l'avait élevée et qui pouvait la détruire d'un seul mot. Mais peut-être que cette histoire nous révèle aussi quelque chose de plus profond, de plus universel, la possibilité de la rédemption. Madame de Montespan a passé les 16 dernières années de sa vie à essayer de racheter ce qu'elle avait fait. Était-ce suffisant? Qui peut le dire? Mais elle a essayé, dans le silence, dans l'humilité, sans chercher la gloire ou le pardon public, juste pour elle-même et pour Dieu. Louis XIV et Madame de Montespan, deux êtres humains, pris au piège de leur propre grandeur, incapables de s'aimer simplement, condamnés à jouer jusqu'au bout leur rôle dans le théâtre impitoyable du pouvoir absolu. Lui, le roi qui ne pouvait montrer aucune faiblesse. Elle, la favorite qui ne pouvait perdre sans tout perdre. Ils se sont aimés, ils se sont détruits, et finalement, ils sont morts, séparés, emportant dans la tombe des secrets que nous ne connaîtrons jamais. La vérité complète sur l'affaire des poisons, les sentiments réels qui les ont unis, les regrets qu'ils ont pu avoir dans leurs dernières heures. Ce que nous savons avec certitude, c'est que cette histoire n'est pas celle d'une favorite déchue, c'est celle de deux solitudes, celle d'un roi qui ne pouvait faire confiance à personne, et celle d'une femme qui a découvert trop tard que le pouvoir, aussi absolu soit-il, ne remplace jamais l'amour véritable.